Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Peace and Law et sur ce nouvel épisode où on va parler enquête interne, médiation, mais surtout interaction entre le droit et la psychologie avec mon invité Gilles Rioux, fondateur du cabinet Egidio et psychologue du travail. Gilles, je te laisse te présenter ton parcours. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de cette invitation. Je suis donc psychologue, j'ai fondé le cabinet Egidio en 2020 après un parcours d'une vingtaine d'années. La caractéristique du cabinet est d'être spécialisé dans la conduite d'enquête interne, encore appelée enquête éthique. Donc essentiellement aujourd'hui ce qu'on va appeler les problématiques de harcèlement moral ou sexuel. Alors ce matin, nous avons animé tous les deux un petit déjeuner sur cette thématique, l'articulation entre enquête et médiation. Est-ce que finalement il y a une convergence ou une divergence entre l'enquête et la médiation, notamment dans les situations de conflit extrême dans la relation de travail et de harcèlement? En synthèse, qu'est-ce que tu en penses? Il y a un socle commun qui est la place du tiers. Dans un cas comme dans l'autre, l'enquêteur ou le médiateur, d'une manière ou d'une autre, est un tiers et doit tenir à partir de là un cadre de résolution qui limite d'une part les risques d'instrumentalisation, de dévoiement de ces outils que sont l'enquête interne et la médiation, et un cadre de résolution, c'est-à-dire que les conclusions de ce travail ne doivent pas non plus être dévoyées. Ce qui est en jeu derrière ce cadre, ce socle commun, c'est la confiance qu'on peut faire non seulement dans les tiers, mais derrière les tiers dans l'institution qui les sollicite. Et donc, c'est un enjeu de justice sociale, de confiance institutionnelle, qui dans les temps qu'on traverse aujourd'hui a tout son sens. Ça, c'est pour le cadre commun. Ce qui peut différencier ces deux outils, ces deux missions, c'est que l'enquête interne a d'abord pour finalité de qualifier une situation, de dire de quoi elle est faite, et de dire quels sont les faits, leur matérialité, sur lesquels il n'y a pas de discussion possible, pour ensuite prendre des décisions. En l'occurrence, dans la problématique des conflits, de la violence, quand il y en a, et du vécu au travail, pour rester sur le cadre du travail, la matérialisation des faits est évidemment un élément très délicat, puisqu'il faut départir ce que ressentent les personnes de ce qui s'est effectivement produit, et c'est là où, pour le coup, c'est à la fois une expertise qui peut convoquer des juristes, mais aussi des psychologues. De ce que je comprends quand tu présentes le travail du médiateur, la question des faits n'est pas le sujet. C'est plutôt ce qui est vécu qui est en jeu et qui doit être dénoué. Et il me semble que l'articulation qu'on a explorée ce matin, c'est que selon les situations, et de façon générale, pour entrer en médiation dans de bonnes conditions, avec une véritable chance qu'elle ne soit pas dévoyée, instrumentalisée, mais même au-delà, qu'elle réussisse, il convient que les faits les plus essentiels ne fassent plus l'objet de questions ou de remises en cause. Soit parce qu'ils ne sont pas si importants que ça pour les personnes, soit parce que s'ils étaient très importants, ils ont été établis, qualifiés, et ils ne sont plus discutables. Et voilà donc à la fois le point commun, le socle commun, et en même temps la complémentarité, l'articulation qui se joue. Voilà. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce qui est sous-jacent, c'est la possibilité de faire confiance à des tiers, parce que pris dans la situation, l'institution, les parties prenantes ne sont plus capables de dire quelle est la réalité des faits et de trouver comment en sortir de la tension, du conflit, de la violence éventuelle. Alors dans le prolongement de ce que tu dis, effectivement, ce qu'on a vu ce matin, c'est que cette matérialité des faits établie par une enquête fiable, avec aussi ce que tu as pointé du doigt, une méthodologie qui soit extrêmement rigoureuse, va permettre après en médiation de restaurer le lien. Et tu faisais la comparaison avec, ou ça t'évoquait la notion de justice restaurative finalement. Que penses-tu aujourd'hui de l'évolution de la justice? Alors c'est peut-être un peu large, mais de la place des modes de règlement amiables qui vont permettre effectivement, comme tu le dis, un changement, une évolution dans la situation de conflit.
C'est une très vaste question. Donc, on a consacré avec le cabinet Gidio et dans le cadre d'une convention avec la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le barreau d'Aix-en-Provence et le barreau de Marseille, la réalisation d'une étude sur une recherche-action, pour être en fait plus précise, un outil de la psychologie sociale conçu par Kurt Lewin, sur les freins et les leviers du développement des modes amiables, des modes alternatifs de règlement des différends. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que derrière le besoin de justice, il y a besoin de prise en compte de la réalité qui a été vécue. Pas forcément pour sanctionner, faire payer, quelquefois ça a tout son sens évidemment, mais d'abord pour être reconnu et réintégré dans le lien social, le collectif dans lequel on vit, tout simplement. Ça vaut pour la famille, ça vaut pour le travail, ça vaut pour l'ensemble des litiges. Et donc, par rapport à ta question sur la place des modes amiables, il est tout à fait évident que certaines situations, et notamment là où il y a eu de la violence, nécessitent d'abord d'être qualifiées, éventuellement sanctionnées, pour dire l'interdit qui a été transgressé, et que l'auteur en assume les conséquences, avant d'aller vers une résolution. Mais dans d'autres situations, le préjudice mérite d'abord d'être reconnu et partagé, pour cette fois, pour encore une fois, reprendre le cours normal de la vie et pas être pris et cristallisé dans des conflits qui nous emprisonnent et qui nous condamnent à rester, à ressasser le passé. Donc il y a vraiment une articulation entre la justice classique, si je puis dire contentieuse, et la justice organisée autour des modes amiables, qui nécessite à mon sens d'être poussée et portée, dans la mesure où ça répond aux besoins fondamentaux des personnes qui sont prises dans ces tensions, dans ces conflits, dans ces souffrances. Voilà. Merci. Et si tu devais envisager la prochaine étape pour pousser cette justice amiable, ça serait laquelle ? Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la justice amiable, en tout cas l'amiable au sens large du terme, et le terme amiable n'est pas forcément d'ailleurs toujours très bien compris, ça ne veut pas dire qu'on est entre amis, ça veut dire qu'on cherche une résolution qui s'appuie sur l'accord des parties et pas sur un tiers intervenant extérieur qui juge tranché et puis s'en va. La difficulté qu'on observe aujourd'hui, c'est que ça, c'est porté par des personnes qui ont la conviction de l'intérêt du bien fondé de ce travail. Et souvent, leur conviction est liée à une expérience qu'ils ont vécue, quitte après à s'être formés ensuite et à porter cette conviction auprès de leurs clients, auprès des institutions. Mais ça reste le fait d'individus. Ce qui manque pour que ça prenne, c'est une institutionnalisation de ces outils et méthodes. Et en fait, ça va impliquer un changement de paradigme, de représentation que les professionnels de la justice, mais aussi les justiciables, professionnels de justice au sens très large du terme, pas uniquement les magistrats et les avocats, les commissaires de justice, les juges consulaires, les conseillers prud'homaux, les notaires, voilà. Et puis donc les justiciables, à la fois en tant qu'individus qu'associations, eh bien, que ces personnes intègrent dans leur logique de fonctionnement ces outils et ces mécanismes. Et ça veut dire pour ça qu'il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Cet intérêt, il dépend des potentiels qu'on y voit, et pour en voir le potentiel, il faut y être formé, et du bénéfice qu'on en tire, direct ou indirect. Donc il faut qu'il y ait une économie, au sens simple du terme, de l'amiable. Ce qu'on sait, c'est qu'à grande échelle, c'est extrêmement bénéfique. Ça préserve le lien social, ça n'insulte pas l'avenir. Il faut avoir quand même en tête que la proportion d'appels à l'issue d'un jugement contentieux est considérable, là où la proportion de retrait d'un accord amiable est extrêmement faible, de 15%. Donc il y a de véritables enjeux macro d'acceptation et de pouvoir vivre une justice apaisée. C'est pas la moindre des choses, encore une fois, dans le contexte démocratique, sociétal et même mondial dans lequel on se trouve. Donc les enjeux sont majeurs, mais la condition pour y arriver, c'est d'institutionnaliser. Et pour ça, ce qui nous manque aujourd'hui, je conclurai là-dessus, c'est de réunir tous les acteurs institutionnels autour d'un programme d'expérimentation, c'est en tout cas la conviction et la conclusion à laquelle on est arrivé dans notre étude, parce qu'il faut encore apprendre et faire des essais-erreurs et admettre qu'il y a cette phase empirique
qui nécessite que tout le monde fasse un apprentissage à un échelon territorial de cette pratique amiable ensemble, conjointement, pour voir que les bénéfices ne sont plus le seul fait d'individus, mais bien d'un ensemble d'institutions, et donc d'un effet, ce qu'on appelle le NORIA, de bénéfices collectifs. Voilà. C'est ça aujourd'hui qui manque, c'est ce sur quoi on travaille, à réunir l'ensemble de ces professionnels autour d'un projet d'expérimentation locale. Merci infiniment pour cet éclairage. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de la chaîne Peace & Law. Je vous dis à bientôt. Commentez, likez. Toutes les infos sont dans la description. Vous retrouverez également, bien évidemment, les coordonnées de Gilles et du cabinet Egidio. Merci, à bientôt.